candidature du président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara administre la dose de façon homéopathique. Et donc, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas grand-chose à dire puisque l'essentiel avait été dit depuis pratiquement 2 ou 3 jours. C'est qu'on a découvert que le président Ouattara est devenu un fin tacticien. Il est devenu un fin tacticien par sa manière d'être capable de communiquer. Il applique une tactique classique, mais qui est redoutablement efficace. C'est-à-dire, les termes qu'il utilise, comme par exemple demi-douzaine, ils sont dans la salle. Vous voyez qu'il fait monter la pression. Et c'est comme quelqu'un, quand on veut t'effrayer et puis tu entends un bruit, quand il dit demi-douzaine, on est là, on est en train de réfléchir sur demi-douzaine. En même temps, il dit, ils sont dans la salle ici avec moi. Tu te dis, mais c'est qui? Et donc, il veut mettre les gens sur plusieurs fronts. Mais on se demande, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il sait qu'en communication, l'ambiguïté prête toujours à interprétation. Et c'est aussi une stratégie pour dire aux gens que non, nous ne sommes pas fermés aussi à une candidature interne. Contrairement à ce que les autres peuvent penser, nous sommes un parti qui est ouvert et nous sommes un parti qui a la capacité de pouvoir faire la compétition en interne. Mais en même temps, dans cette même information politique, imaginez, quand on dit demi-douzaine, ça fait 6. Maintenant, 6, là, il faut diviser par 2. Ça fait 3 et puis 3. Maintenant, imaginez la personne qui est au milieu. Ça veut dire, je suis le pilier central qui met l'équilibre. C'est tout ça que ça veut dire. Et tout ça, c'est, comme je le disais, une tactique qui est classique pour affirmer son autorité et pour montrer qu'on a le point focal, le point central dans une activité. Et c'est une procédure qui est redoutablement efficace. Maintenant, quand on regarde l'environnement, on voit que le président aujourd'hui a une stratégie de communication qui est très précise et très calculée dans ses messages. Et là, pour ceux qui savent voir, vous allez voir qu'il démontre qu'il a la capacité de maîtriser les codes de la stratégie politique. Avec le temps, le président finit par s'imposer comme l'un des leaders politiques les plus habiles de notre histoire contemporaine. Parce que sa manière de parler, le temps qu'il choisit, les environnements qu'il choisit, finissent par démontrer à tout le monde que c'est lui seul qui maîtrise la situation et donc là, il dame le pion aux autres, que ce soit à son propre parti ou à l'opposition. Chaque parole qu'il dit est scrutée et est prise avec importance, autant dans son parti qu'au-delà et même au-delà de son pays. Et donc, il a compris que l'art de pouvoir surprendre toujours les gens, c'est une stratégie qui amène toujours les gens à douter d'eux-mêmes. Et quand les gens doutent d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas faire, ça te permet de construire ton autorité. Et ça renforce encore cette autorité-là. Mais ce qui est encore déconcertant dans le cas du président Ouattara, c'est quelqu'un qui a une dose de patience stratégique. Ça veut dire sa patience-là. Toi-même, tu es là, tu le regardes, tu te dis, mais finalement, sa patience-là même, là, c'est pourquoi? Là où les gens devraient réagir un coup et puis passer à autre chose pour se satisfaire ou même pour satisfaire ses militants, non. Lui, il est dans une patience. Et tu vas même penser que non, sa patience-là, tu vas finir par le sous-estimer. Tu vas dire c'est parce qu'il ne vaut rien ou bien c'est parce qu'il n'a pas les moyens d'agir. Mais en réalité, quand tu étudies ça profondément, cette patience-là, c'est ça la plus grande force même du président Ouattara. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait qu'il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Prenez par exemple la libération de nos otages au Burkina, au Mali, et même sur la scène internationale. Et si vous remarquez bien, à ce monsieur-là, le président Ouattara, on ne dit jamais non. Quand il dit qu'il veut quelque chose là, même quand il dit non là, il finit par obtenir. Allez demander à Gbagbo. Quand il dit aussi qu'il veut quelque chose là, quand il dit oui, il obtient. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Mais il obtient ça à partir de quoi? À partir de ce que je viens de vous dire, la patience stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas une patience. Il y a des gens qui sont patients parce qu'ils ont tout essayé.
Ah non, moi je laisse pour moi Dieu. C'est Dieu, quand je vais mourir là, Dieu va nous juger. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais s'il y a le jour du jugement là, au nom de Dieu, Dieu va couper ça entre nous deux pour montrer ce qui est vrai, pour montrer ce qui est faux. Frère, c'est parce que tu as échoué. Hey, tout le monde là, quand tu as la force et puis quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bien là, si tu peux régler là, tu vas régler sur place. Tu ne vas pas attendre Dieu mais Satan. Et donc là, ça c'est une patience initiée par la faiblesse. Mais quand tu as la force et puis tu as la maîtrise des événements et puis tu sais être patient, ça veut dire que tu calcules pour obtenir des résultats supérieurs. C'est ce qu'on appelle la patience stratégique. J'ai parlé de stratégie et de tactique, j'ai expliqué. J'ai dit que la stratégie, là, c'est un plan que tu traces pour obtenir un résultat. Alors que la tactique, ce sont les petites démarches que tu prends pour mettre en place ta stratégie. Or, le président Ouattara, lui, il a tout son temps. Ça veut dire que quelqu'un qui a son temps pour être patient, ça veut dire que tu as une bonne perception des choses et tu veux voir les choses dans les plus grands détails comme dans les plus petits détails avant de prendre une position bien claire. Et quand tu regardes tout ça, au début de la politique, quand il est entré en politique en Côte d'Ivoire, les gens l'ont sous-estimé. Les gens l'ont sous-estimé pour dire non, c'est seulement quelqu'un, bon, il connaît papier et puis bon, il a trop duré avec les blancs. Mais en Afrique ici, il ne pourra pas aller loin. Il ne pourra pas aller loin parce qu'il manquait de génie politique. Mais bizarrement, partout où il est passé, il a mis en échec les prédictions de ses détracteurs. Et ça, ce qui lui a permis de faire cela, c'est la patience stratégique. Et c'est quelqu'un qui sait faire douter les autres sur leurs propres intentions. C'est-à-dire que même si tu prends les gens même du RHDP, on sait qu'il sera candidat, hein, mais tellement il sait faire son jeu là. Toi-même, tu te dis, ah, le président aussi, il est comme ça. Alors que tu sais, tu connais la réponse déjà. Et donc là, comme on dirait chez nous à la gare routière à Djamé, actuellement là, il est en train de voyager avec l'esprit de tout le monde. Et c'est ça la capacité d'un leader qui sait comment maintenir son peuple, comment imposer son autorité et comment démontrer qu'il a une bonne maîtrise de la situation. Et donc vous aurez remarqué que le temps et l'environnement qui a été choisi, il a dit, je maîtrise déjà l'aspect intérieur. Et c'est devant les diplomates qui s'est exprimé. Le 9 janvier 2025. Et à travers ce qu'il a dit, c'est lui qui a tracé l'agenda politique même pour lui-même et pour les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui reste en position de force et que tous ses actes sont calculés et que loin d'être une faiblesse, comme je le disais, cela vient renforcer son autorité et sa capacité de garder le contrôle sur le jeu politique ivoirien. Et ça, ce n'est pas permis à tous les politiciens. Mais pourquoi jusque-là le président Ouattara avait maintenu un mystère sur sa candidature? C'est simplement par stratégie. Parce que ça aura permis à beaucoup de personnes de s'auto-évaluer eux-mêmes et dans le RHDP et aussi au sein même de l'opposition politique ivoirienne. Ce n'était pas par faiblesse. Parce que ce que tu vas faire là, tu le feras. Ce n'était pas parce qu'il avait peur de quelqu'un. Ah non, s'il fait ça là, la France va... actuellement là, Macron et puis Chaka Diansou a mis, la France va le battre beaucoup. C'est vous qui dites que la France ne doit pas s'immiscer dans notre politique. Vous les opposants ivoiriens. Mais en même temps, quand ça vous arrange, vous dites que la France doit s'immiscer. Si Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, vous oubliez de tenir compte de notre constitution. Vous oubliez de tenir compte de la réalité. Et vous oubliez de tenir compte des faits. Et vous mangez votre totem en disant, hey, mais pourquoi il va se présenter? Est-ce que le président français est content? Est-ce que vous voyez un peu votre incohérence? Non, nous on veut se libérer, nous on n'a plus besoin de la France doit nous laisser en paix. On veut des pays souverains. Il n'y a pas de problème, soyez souverains.
Mais quand Alassane Ouattara veut se présenter, ou bien quand vous avez des doutes, vous dites, s'il se présente là, Macron va l'appeler, puis Macron va l'insulter, puis on dit, quitte. Vous devenez ridicule. Faites un choix cohérent parce que vous devenez ridicule. Bon, maintenant là, il dit qu'il va être candidat. Et qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu le moment là, au lieu d'annoncer aux gens un à un là, pour dire que non, il a peur de Macron, il a peur de temps en temps là. Il dit tous les représentants des présidents du monde là, quand ils sont venus là, il dit, bon voilà, je mets ça en face de vous tous. Je mets ça en face de vous tous pour que dès que vous quittez là, vous fassiez le rapport à vos différents présidents. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et là, comme ça, là, au lieu que quelqu'un va me menacer lui seul là, pour dire je suis président de tel pays là, j'attends que tout le monde me menace une fois. Là, comme ça, là, on va voir. Mais je suis conscient d'une chose. Ma position est très focale. Et ma position est très centralisée aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. Et donc, en date du 9 janvier 2024, le président a levé tout le brouillard que ceux qui ne voulaient pas voir les événements et ceux qui ne voulaient pas comprendre. Sinon, depuis longtemps, là, on sait déjà qui sera candidat. Et chaque fois qu'il y a des choses là, chaque jour même, là, les caciques du parti répètent ça. Adjoumani répète ça. Le vieux Kafana Koné répète ça. Tout le monde répète ça. Mais on dit non, 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 c'est lui-même là. Lui-même là, il n'a qu'à venir dire. Alors que le président avait déjà envoyé ses repéros. Oui, le président Ouattara aussi a les repéros. Les repéros du président Ouattara là, ce sont ces gars qui sont autour de lui. Tout le monde a des repéros. Mais dans le cas du président Ouattara, ce ne sont pas les repéros qui lui donnent des conseils, c'est lui qui donne des conseils à ses repéros. Voilà la grande différence. Et c'est très important. Quand il te dit leader là, il y a des moments là où toi tu dois prendre une décision. Quand il ne peut pas là, c'est que tu n'es plus un leader. Et c'est là que les repéros viennent pour te dire des mensonges et puis tu fais des erreurs politiques. Et donc le président a attendu. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il a fait sa déclaration devant le corps diplomatique pour envoyer une fois et une bonne fois un message à la communauté internationale. Et le message, il est clair. Lorsqu'on vient à l'analyse même du discours du président, il n'y a aucun doute. Il sera candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025. Là, il y a l'ombre d'aucun doute. Il faut que les choses soient dites clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Parce que pourquoi aujourd'hui le président doit être candidat? C'est sur ces questions-là qu'on doit s'interroger. Montrez-moi un homme politique en Côte d'Ivoire qui peut maintenir la stabilité aujourd'hui. Laurent Gbagbo que vous voyez là, quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser sa femme, quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser son parti politique. C'est lui qui pourra maîtriser. Or, nous tous on sait, nous tous on crie. Mais tout le monde sait que le vieux là, c'est lui qui maîtrise réellement. Le vieux Ouattara là, il maîtrise sa chose. Hein. Que tu sois des radicaux comme nous autres, que tu sois quelqu'un qui est soft, ou même qui que tu sois, quand le vieux parle là, son autorité là, ça s'affirme. Mais dans les autres partis, c'est pas possible. Chakadjan lui-même là, lui marche sur des œufs. Et les autres n'en parlons pas. Maintenant, dans la sous-région ouest africaine là, quel est le politicien le plus expérimenté aujourd'hui? Je ne parle pas d'expérience en bien ou en mal. De toute façon, toute expérience est une expérience. Qui est le politicien le plus expérimenté aujourd'hui? Qui est le politicien le plus visionnaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Et même en Afrique. Qui est le président chez qui les autres viennent prendre conseil? Qui est le président aujourd'hui? Quand il se lève, là, il quitte son pays. Et puis, en dehors de son pays, là, partout où il va, on le respecte parce qu'on sait qu'on a quelque chose à voir avec ce gars. C'est Alassane Ouattara. Quel est le contexte aujourd'hui dans notre sous-région ouest africaine? Si les djihadistes ne sont pas dans ton pays, c'est que tu es dirigé par un coup d'étaïste. Est-ce qu'on veut que tous nos pays soient comme ça pour que l'Afrique de l'Ouest soit une zone de non-droit? C'est toutes ces questions-là. Le président Ouattara, s'il a convoqué le corps diplomatique, là, c'est l'ensemble de toutes ces questions-là qu'il leur a dit d'aller dire à leurs différents pays de s'interroger là-dessus. Et donc, de façon stratégique, ce n'était pas seulement la déclaration, mais c'est ce qui est incorporé dans la déclaration. Que chacun aille faire son bilan de conscience,
Ceux qui ne sont pas contents que je serai candidat là n'ont qu'à dire le pourquoi. Et ceux qui sont contents, c'est aussi leur choix et on avance. Qu'est-ce qu'on aura vu pour ceux qui veulent comprendre les signes? Au-delà même des classiques du RHDP, on a vu des meetings pour faire des déclarations où il y a des gens, même là, nos parents gourous même sont allés, ils disent qu'ils ont déjà payé caution de Ouattara. Les frères, les parents de Koumala disent qu'ils ont déjà payé. Donnez-moi l'argent là, moi je vais aller lui donner. L'argent de caution du président là, donnez-moi, moi je vais lui donner en main propre. Ça c'est pour plaisanter. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont des actes qui ont été suscités? Parce que moi, j'analyse des choses sans état d'âme. Est-ce que ce sont des actions spontanées? Est-ce que ce ne sont pas des actions manipulées? Mais là, maintenant, la question reste à voir. Hein. Mais pour moi, ce ne sont pas des actions manipulées. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent d'où ils viennent. Les Ivoiriens savent dans quoi ils sont quittés. Aujourd'hui, 15 ans de paix. Et on voit ce qui se passe avec Boko Haram, avec les groupes terroristes, avec les groupes armés autour de nous. On voit le désordre des coups d'État. Et bizarrement, nous, on est en paix. La sécurité est. La paix est une garantie. Même quand on dit tu ne connais pas ton bonheur, là, tu dois au moins connaître ton malheur. Je ne connais pas kilo, mais je dois connaître sac rempli. Et donc, les Ivoiriens connaissent aujourd'hui l'importance de la paix. Parce que nous, on vient fraîchement de sortir d'une longue guerre civile. Aujourd'hui, on a la paix. Et bizarrement, en plus de ça, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est ce qu'on a vu après la guerre. C'est-à-dire route, université, école, tant. Et des politiciens très responsables. Des politiciens qui imposent le respect. Donc les Ivoiriens se disent, école qu'ils avaient commencé à construire dans mon village là, est-ce que Ouattara, si on le laisse partir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va terminer? Donc aujourd'hui même là, les populations même sont dans un doute. Ce que Ouattara a fait là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire? Parce que ce qu'on voit actuellement et puis ce qu'on entend là, ce n'est pas des gens sérieux, ce n'est pas des gens qui sont clairs, ce n'est pas des gens limpides, ce n'est pas des gens potents. Et puis surtout, on les a vus diriger avant Ouattara. Ils viennent pour manger. Eux viennent là pour prendre les caisses de l'État pour détruire le pays, pour nous mettre en retard. Donc là, ce qui est mieux pour nous là, route qu'il avait commencé et puis peut-être goudron là, attendons, on va le voter pour qu'il n'a qu'à terminer notre route. C'est ce qui a fait que beaucoup de populations, c'est même pas parce qu'elles aiment le président Ouattara forcément, mais les gens savent que le bonheur là, c'est quelque chose qu'ils méritent. Ce n'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de penser à mes propres intérêts. Et il n'y a pas de honte à penser à ses intérêts, chère population. Moi, je suis aux États-Unis là. C'est un exemple que je prends. Si je ne gagnais rien là, vous pensez que j'allais rester ici? Et c'est moi, je vais venir vous dire, non, il faut pas privilégier. Hey, chacun doit privilégier ses intérêts. Aujourd'hui, vous là, si vous avez eu un politicien qui, au lieu de parler, ou bien au lieu de dire, non, pour vous faire rire là, là où on dit il n'y a pas route, il vient faire route. Là où on dit il n'y a pas hôpital, il fait hôpital là. Alors qu'on ne lui a pas demandé là. Frère, c'est mieux, on va attendre que ce politicien là finisse le travail. Là, comme ça, là, ceux qui veulent bavarder là, quand on était encore petit, on disait les bavardeurs. Sinon, on ne dit pas ça. Mais on va dire ça aujourd'hui. Les bavardeurs, là, comme Laurent Gbagbo, comme Chaka Dian, là, les bavardeurs, là, ils vont bavarder dans leur bavardage et nous, on s'en fout d'eux. Et donc, ce ne sont pas des actes prémédités. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les populations ivoiriennes sont suffisamment matures pour savoir qu'elles peuvent défendre leurs intérêts. Pour savoir que mon enfant, là, au lieu d'aller l'inscrire en 6e dans un autre village et puis on ne trouve pas tuteur, là, si on construit un collège dans mon village, là, c'est mieux pour moi. Là. Si quelqu'un me dit que les Ivoiriens ne sont pas matures au point de comprendre ce petit fait-là, c'est que c'est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Et c'est aujourd'hui Alassane Ouattara qui a pu faire de cela une réalité. Il y a combien de nos mères aujourd'hui qui ne meurent plus? Parce qu'à chaque 5 km, on a des hôpitaux dans les centres, dans les localités rurales. C'est important. On n'a pas dit que le monde est parfait. On n'a pas dit que tout a été fait. Mais en Côte d'Ivoire, dans la politique, il y a ceux qui sont des faiseurs, et il y a ceux qui sont des rêveurs, et il y a ceux qui sont des diseurs. Chaka Dian est un rêveur. Gbagbo est un diseur. Alassane Ouattara est un faiseur. Chaka Dian est un rêveur parce que, souvenez-vous, en 2023,
quand il allait rendre visite à Alassane Ouattara, il dit, Monsieur le Président Ouattara, votre politique de paix et de développement, vous et moi sommes sur la même longueur d'onde. Et je souhaite vous aider dans votre tâche. La déclaration, elle est là, j'ai posté hier. Mais je rentre dedans rapidement parce qu'il y a tellement de choses à analyser dedans. J'ai balancé. Mais le lundi, là, je ne travaille pas. Je vais rentrer dedans là pour détailler là. Vous-même, vous allez dire, oh, il a dit ça. Il a dit ça clairement. Ce que je dis là, ça est là. La dernière vidéo que j'ai postée là, il faut aller te écouter. Après, ça veut dire quand il rencontre un vrai faiseur, Alassane Ouattara est tellement pratique, concret, que tu vas le critiquer là. Mais quand tu vas le critiquer, c'est que toi-même tu dis là. Si on dit, viens montrer ce que tu as critiqué, tu ne peux pas. Chaka Dian dit, je suis venu dans le cadre des obsèques de Bédier. Mais la paix que tu as pu imposer et le travail de développement que tu fais là, nous avons la même vision et je souhaite t'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait du bon travail en termes de paix et de développement. Et si je reviens là, si moi, Chaka Dian, je viens là, je vais continuer ta politique. C'est même Chaka Dian se lève. Lorsqu'il va à Soubré, il s'en va critiquer l'IDH. Et il dit que tout va mal en Côte d'Ivoire. Mais en agissant ainsi, Chaka Dian montre que lui, il est un rêveur. Et c'est pourquoi c'est dans les rêves que tu peux prendre un panneau, un appareil, comment on appelle, un panneau solaire, mettre ça sur une maison en bambou, et puis tu vas coller un gros climatiseur sur les bambous, et puis ça va tenir. C'est un rêve. Parce que quand tu rêves, là, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans les rêves. Hein. Souvent, dans les rêves, là, tu n'as pas d'aile, et puis tu t'envoles. Souvent, dans les rêves, là, toi-même, tu es là comme ça, là, tu marches sur l'eau. Ça, c'est dans les rêves. Chaka Dian, pourtant, après ça, on l'a vu ici. Dans même Soubré l'a dit que une maison en bambou, là, que lui va coller un gros climatiseur dessus et puis mettre panneau solaire. Maison là va pas s'effondrer. Si c'est pas dans un rêve là, maison là, dans la réalité, la maison là va s'effondrer. Il faut que ce soit dans un rêve. C'est un rêveur. Maintenant, quand on parle des 10 heures, ceux qui sont là pour parler, on va dire des hableurs, tout ce que vous voudrez, des perroquets de service, ça c'est les Laurent Gbagbo. Eux toujours, ils ont quelque chose à dire. Ah non, moi j'ai aidé Ouattara. Non, moi je connais Gutiérrez. Ah non, j'ai écrit une lettre, c'est comme ça. Et là, c'est comme si c'est la malédiction de la parole. Dieu les a maudits avec la parole. Et ils parlent seulement. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais là. Donc eux, pour les attraper, on dit, bon, ce que tu avais dit hier là, voilà aujourd'hui et puis voilà demain. La parole aura été la mauvaise malédiction de ces personnes et ça fait qu'elles finissent par perdre toute crédibilité. Et ce n'est pas la première fois. Le 18 juin 2024, quand le président prononçait le discours sur l'état de la nation à l'Hôtel Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé qu'il allait dire « je vais être candidat ou pas ». Et nous avions averti les gens que non, un discours sur l'état de la nation, comme l'indique le nom, on ne vient pas pour parler des problèmes particuliers des partis politiques. Il ne peut pas. Et effectivement, il a dribblé tout le monde. Et il a tellement bien dribblé les gens. Ça veut dire quoi? Quand il a fini son discours, il dit « Le vieux, si tu veux, il faut me mettre en prison. » Eh bien, le protocole dit que vous êtes un peu déçu, mais ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, moi, je m'en vais. Moi, Draman, je m'en vais auprès de Fantagbe. Bon, là, il n'a pas ajouté ça, c'est moi-même j'ai ajouté dessus. Mais il a dit clairement, je maîtrise votre psychologie. Je sais ce que vous voulez, mais je vais encore jouer avec vous. Non, je vais encore jouer avec vous. Ça, c'était le 18 juin 2024. Parce que il connaît et il maîtrise la psychologie du peuple. Et ça, c'est très important pour un dirigeant. Et quand tu vas lire le petit livre de Machiavel, Le Prince, c'est un très beau conseil que Machiavel donne dans ce livre-là pour dire que le prince, c'est-à-dire le dirigeant, doit connaître son peuple. Mais que le dirigeant aussi sache que le peuple aussi l'observe et a sa manière de le connaître. Et donc, il a ouvert une brèche pour dire, mais ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, là, c'était quand? C'était en septembre 2024, quand il a convoqué la haute direction du RHDP
à l'hôtel Ivoire. On dit, hey, ça là, c'est fini. Il va Djenzin aujourd'hui. Il va Djenzin. Il va dire que candidat là, lui, il prend ça. Il allait encore, il dit, non, non, non. Et en fait, là, il faut que le coordinateur soit beaucoup plus sur le terrain. Il allait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé sa candidature sans le dire aux gens. Il dit, je reprends le parti en main. Quelqu'un qui dit, il n'est plus dans quelque chose là, est-ce qu'il va reprendre en main? Il dit, je reprends le parti en main et je nomme les coordinateurs qui vont me faire directement les rapports à partir du terrain. Ça, c'était la première fois, en septembre 2024, que le président disait, je vais être candidat. Mais il faut être des gens qui comprennent et qui analysent pour comprendre. Et après cela, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont des mouvements de population qui disent, quand on voit le développement, la paix, et aujourd'hui on regarde la sous-région qui est en proie au terrorisme et aux troubles, vrai là, nous on souhaite que Alassane Ouattara puisse nous amener à un second miracle. À un second miracle. Et partout, ce sont les populations qui disaient cela. Donc quand il revient, le 9 janvier 2025, devant le corps diplomatique, et qu'il nous rappelle la situation de 2020, c'est un défi qu'il lance à l'opposition pour dire, ce que vous aviez fait là, vous ne pouvez pas faire pire que ça. Donc 2025 ne sera pas 2020. Parce que ce que vous avez fait là, c'est du djihadisme, du terrorisme. Mais après là, quand tu as fini de faire tout ce que tu peux là, tu peux encore faire quoi? Donc c'était un avertissement aux opposants pour dire que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là, je connais. Mais il fallait quelqu'un qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara pour mater votre soulèvement subversif en interne et avec vos ramifications à l'extérieur. Avec vos ramifications à l'extérieur. On a tous assisté à l'investiture de John Mahama Dramane. Et nous autres là, nous on analyse les choses. Nous disons au Ghana d'être un pays très sérieux. On n'accuse pas un pays, mais on observe bien la situation. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Quand on est l'ami de tout le monde, c'est qu'on est quelqu'un qui est un hypocrite. Et déjà là, l'investiture qui a eu lieu avant-hier là, nous on est là, on analyse les faits. Hein. Et John Mahama Dramane là, on va l'analyser de fond en comble. Et qu'il sache que ses actions seront calculées et on est prêt, on est aux aguets. En 2020, là, Jerry Rawlings a aidé ces personnes-là. L'Afrique du Sud les a aidés dans leur subversion. La France les a aidés à travers Emmanuel Macron, à travers Emmanuel Benalla. Il les a aidés, Emmanuel Macron, en étant les hommes de service de Soro-Guillaume et de Chaka Diop. Nous sommes au courant. Et le président n'a pas manqué de le dire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire en interne, qui ont été aidés par les ramifications militaires à l'extérieur. Ah oui, cette fois-ci là, vous avez fini de faire ce que vous voulez. De la même manière que vous avez pu faire là, nous on a gagné en expérience. Mais 2020 là, ça ne va plus se répéter en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les données ont changé dans la sous-région. Nous sommes entourés par 4 voisins qui sont dans les coups d'État ou même qui sont en proie au grand djihadisme. Mais si on a pu résister en tant que pays à maîtriser cette situation difficile, ça veut dire que ce ne sont pas des individus assoiffés de pouvoir et sans objectif pour les populations qui vont nous inquiéter. Parce que depuis qu'on est là, on a pu résister dans un environnement sous-régional avec 4 pays voisins qui eux-mêmes ont l'intention même de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec le terrorisme et avec toutes les difficultés, si on a pu résister, c'est un message pour vous dire que nous avons les moyens de notre politique. Mais le président, on ne parle pas comme ça. Ce sont des termes diplomatiques qu'il a utilisés. Et ces termes diplomatiques-là, c'est à nous, ou bien à ceux qui comprennent, de les décoder et d'expliquer ça simplement aux gens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, il aura expliqué pourquoi sa candidature est une nécessité dans un contexte géopolitique mondial. Et c'est pourquoi il a réuni le monde mondial. Ça veut dire tout le monde. Quand on parle du monde mondial, là, c'est pas bon français, mais quand on dit ça, on se comprend, nous. C'est pourquoi il a réuni tout le monde. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quand il a réuni tous les ambassadeurs, c'est le monde entier il a réuni. Pour leur dire, voilà le contexte africain, voilà le contexte sous-régional tourmenté. Et voilà aujourd'hui la réalité du monde. Il faut des gens qui sont comme moi, Alassane Ouattara, pour maintenir la stabilité et être capable d'être l'exception positive pour dire que l'Afrique peut aller mieux avec des gens qui ont la capacité de l'aider à pouvoir aller de l'avant. Et c'est très important. Il a aussi dit que lui, il est en bonne santé. Ah! Alors que dans la Constitution, là, il n'y a plus affaire de dire on va vérifier la santé du président. Quand on prend l'article 55, les conditions sont claires là-bas. Ça veut dire, même si tu es un fou, que tu penses que tu peux être président là, tu viens, si tu remplis les conditions, même si tu es fou, tu peux être président. Mais pourquoi lui vient nous parler de sa santé? Ça veut dire le président, il entend beaucoup de choses, il écoute beaucoup de choses. D'aucuns ont dit qu'il a levé la condition de visite médicale parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. La santé et la maladie et même la mort sont trois choses différentes. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais il meurt. Quelqu'un peut être malade, mais il vit plus longtemps que celui qui est en bonne santé. Mais une chose est évidente, c'était pour rassurer les Ivoiriens, pour dire que l'âge n'est pas forcément synonyme de faiblesse. Et que lui, il peut aider et il continue d'aider les Ivoiriens en leur montrant qu'il est désireux de continuer de servir son pays. C'est son amour qu'il montre aux Ivoiriens. Sinon, Alassane Ouattara, il a déjà tout eu. Mais continuer jusqu'au dernier souffle à aider son peuple aura été la chose qui l'a caractérisé jusqu'au bout. Maintenant, revenant sur le discours du président de la République, il faut couper court. Nous avons déjà dit, on ne va pas tergiverser, on ne va pas aller dans tous les sens. La réalité, elle est connue. Nous, ici, notre position est connue depuis très longtemps, nous l'avons dit. Son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, il est candidat et il sera candidat au compte du RADP et il gagnera. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe chez les voisins, est-ce qu'on va prendre le risque de vouloir changer un président pour les beaux yeux de qui, alors qu'il fait un excellent travail? C'est la sécurité et la stabilité d'abord. Tout ce que nous faisons dans le pays est possible avec la sécurité et la stabilité. À partir du moment où il y a cette sécurité et cette stabilité-là, nous ne voyons pas pourquoi il faut chercher à faire un changement pour les beaux yeux de quiconque. Donc sur cette question, nous avons tranché depuis très longtemps. Le président de la République restera et il n'y a pas matière à débat. Nous allons gagner le pouvoir. Et nous l'avons toujours dit. En Côte d'Ivoire, ici, en ce qui concerne la politique, tant que les choses ne seront pas selon la volonté du militant RDR, la vie s'arrêtera en Côte d'Ivoire. Ah oui, hein? Le pays cessera de fonctionner tant que les choses ne seront pas selon la volonté du militant RDR. Donc pour ça, nous, on n'a pas à avoir peur. Nos cœurs ne battent pas. Depuis très longtemps, nous l'avons dit, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dans ce pays, on sait qui est travailleur, on sait qui est capable d'aller au four et au moulin pour amener un résultat. Donc, sur cette question, on n'a vraiment pas à avoir peur. Tous ceux qui sont là, qui sautent de gauche à droite, jour et nuit, c'est leur problème. Nous disons que tant que les choses sur le terrain politique ne vont pas se faire selon nous, notre volonté, c'est-à-dire la volonté du militant RDR, le pays va s'arrêter de fonctionner. Ça, il n'y a même pas de débat pour ça. Voilà. Et sur cette question-là, on est assez clair. Celui qui pense le contraire, il peut s'aventurer. Je vous remercie. Je pense que le message, il est plus que clair. Et comme tu l'as dit, à chacun de l'apprécier comme il voudrait. Mais en tout cas, le pays sait où il va aujourd'hui. Et on ne va pas beaucoup bavarder. Mais vraiment, merci d'avoir encore été on ne peut plus clair pour que ceux qui ne voulaient pas comprendre se résignent à le faire. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas s'amuser à arrêter cette belle dynamique pour
Me dit-on faire plaisir à qui? À une bande de vauriens, d'incapables, qui veut venir abuser du peuple? Non. Vous allez faire la politique autrement, et de la bonne des manières d'ailleurs. Et ça vous sera imposé de gré ou de force. Vraiment, merci le concurrent. Merci infiniment pour cette belle réplique encore. On espère que ça va éduquer ceux qui ne voulaient pas comprendre. Et vraiment, on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée à tout le monde. Portez-vous bien et très bonne émission. Merci beaucoup.